Savez-vous qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, toutes les formes de vie étaient concentrées uniquement dans le milieu aquatique et que la terre ferme était totalement inhabitée? La vie colonise aujourd'hui l'ensemble des milieux terrestres. Ces traces sont visibles sur tous les continents et dans tous les océans. Que ce soit sur les plus hauts sommets, dans les déserts les plus arides, ou encore sur les rivages ou dans les abysses. Depuis les premières traces de la vie sur Terre, il y a plus de 3,8 milliards d'années, les espèces ont évolué. Les mécanismes de cette évolution sont de plus en plus connus. Le milieu dans lequel vivent les individus impose des conditions de ressources nécessaires à la vie, comme la nourriture et les abris. Les conditions environnementales ne sont pas toujours favorables à leur épanouissement. La sélection naturelle va donc entrer en jeu. Les organismes les plus adaptés sont favorisés, et force est de constater que les plus forts, les plus grands ou les plus voraces ne sont pas forcément les vainqueurs. Ils se reproduisent et transmettent les gènes et les caractéristiques leur ayant permis de survivre. La génération suivante est déjà dotée de ces caractéristiques issues des organismes les plus aptes. C'est ainsi qu'au fil du temps, les populations vont s'adapter à l'environnement, au gré de la sélection naturelle. Les différentes formes de vie sont sans cesse confrontées à des événements qui vont modifier les conditions environnementales. C'est ce qui s'est produit à chaque extinction de masse majeure. Le chemin de la vie est ainsi parsemé de périodes de radiation évolutive et d'extinction. Les groupes d'organismes de la reconquête ne sont pas forcément ceux qui dominaient avant. L'histoire de la vie a cependant été marquée par un changement de grande ampleur. Alors qu'à ses débuts, elle demeurait uniquement dans les océans, des organismes vont peu à peu coloniser la terre ferme. Mais cette colonisation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Plusieurs étapes ont été nécessaires afin que la vie s'établisse réellement et durablement en dehors des profondeurs océaniques. Comment cette transition extraordinaire a-t-elle pu se produire ? Quels défis incroyables ces pionniers de l'évolution ont-ils dû relever pour réussir cette migration ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un périple dans les temps anciens, afin de découvrir l'une des évolutions du vivant les plus exceptionnelles, la sortie des eaux. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! L'habitabilité d'une planète, c'est-à-dire sa capacité à accueillir des organismes vivants, est soumise à la présence d'eau liquide. Au vu de nos connaissances actuelles, au sein du système solaire, la Terre est la seule planète répondant à cette exigence. À cette époque déjà, il y a plus de 4 milliards d'années, un immense océan recouvrait la Terre. Mais comment autant d'eau a-t-elle pu se retrouver sur notre planète ? Un peu plus tôt, il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région lointaine de la Voie lactée, un vaste disque de matière se forme.
Les gaz, les blocs et les grains qui constituent ce disque se concentrent jusqu'à former le Soleil, notre étoile. La matière restante fusionne et forme des planètes et des objets plus petits comme des planètes naines et des astéroïdes. La prototerre naît à ce moment-là. Son atmosphère contient alors beaucoup d'hydrogène, le constituant majeur du disque protosolaire. Quelques 50 millions d'années plus tard, la prototerre se voit percutée par un objet massif, un planétoïde de la taille de Mars, nommé Theia. À l'issue de ce choc, naît la Lune. Sous la violence du choc, les éléments légers de l'atmosphère terrestre sont projetés. Une nouvelle atmosphère se crée. Elle est riche en dioxyde de carbone, en azote, mais aussi en vapeur d'eau. Bien que très chaude, la Terre se refroidit pourtant vite. La vapeur d'eau se condense et tombe en pluie. Une pluie continuelle et torrentielle qui formera un premier unique et immense océan. Le manteau terrestre se solidifie, formant une première croûte terrestre sous l'océan. La tectonique des plaques se met en place. Quelques volcans dépassent le niveau de l'eau, tels des îles. Ils sont bien plus actifs que nos volcans actuels. La Terre est encore remplie d'énergie, ce qui compense la faiblesse du Soleil, encore jeune et moins puissant qu'aujourd'hui. Si elle n'avait pas dégagé autant d'énergie et si le dioxyde de carbone de l'atmosphère n'avait pas été aussi présent, provoquant un important effet de serre, l'eau aurait gelé. Mais elle est bel et bien restée liquide. S'ensuit alors une longue période durant laquelle notre planète est percutée par de nombreux astéroïdes. Cet événement est nommé le Grand Bombardement Tardif. Il est probable que ces chocs aient contribué à apporter de l'eau supplémentaire, voire même des molécules organiques sur notre planète. Puis, il y a plus de 3,8 milliards d'années, ces bombardements cataclysmiques prirent fin. C'est à ce moment-là, ou même un peu avant, c'est-à-dire plus de 4 milliards d'années, selon certains scénarios scientifiques, que la vie apparaît sous sa forme la plus primitive. À cette époque, la Terre se constitue d'un immense océan, de volcans très actifs et de petits morceaux de continents. La Lune s'écarte d'elle, mais elle n'a pas encore atteint son orbite actuelle. Elle est 3 fois plus proche. La force des marées est donc immense. Plus de 20 fois supérieure à la force des marées actuelles. À cela s'ajoutent des vents violents. La température de l'océan est plus chaude qu'aujourd'hui, mais il contient déjà du sodium et des chlorures. L'océan est déjà salé. On retrouve aussi des molécules organiques. Il a également une particularité par rapport à nos océans modernes. Il contient du fer ferreux dissous. Par le biais de plusieurs réactions de tous ces éléments présents dans l'océan primitif, se forment des molécules plus longues qui sont des sucres. Afin de construire une cellule vivante, il faut, en plus des sucres, des protéines et des acides nucléiques. Les constituants de base des polymères, que sont les protéines, sont aisément synthétisés, même dans l'océan primitif. En ce qui concerne l'acide nucléique, la synthèse de leur précurseur est un peu plus complexe.
Si la source de phosphore dans les océans primitifs demeure un mystère, celle du soufre vient certainement des volcans actifs ou des sources hydrothermales sous la forme d'hydrogène sulfuré. Le grand bombardement tardif a pu permettre l'apport de certaines de ces molécules par le biais des nombreux astéroïdes qui ont percuté la Terre. L'océan primitif se compare à une petite mare chaude, Warm Little Pond en anglais, selon Darwin. D'après lui, les molécules sont suffisamment concentrées pour que la chimie opère, jusqu'à synthétiser une chaîne assez longue d'aminoacides. Puis c'est le passage de la chimie à la biologie. Au fond des océans, à proximité des sources hydrothermales, des substances simples s'unissent en molécules de plus en plus complexes. Elles donneront naissance au premier organisme sous la forme d'une minuscule cellule primitive. C'est grâce à cette cellule que débute l'étonnante histoire de la vie. Les premiers organismes qui se développent sur Terre en abondance sont des bactéries. Ils vivent exclusivement dans les océans. Ces organismes colonisent les environnements chauds, comme les abords des sources hydrothermales ou d'autres milieux extrêmes. Ils assimilent de la matière minérale par réaction chimique, sans avoir besoin de lumière ni d'oxygène, et sont capables de survivre dans des conditions étonnantes. Que ce soit près d'eau très chaude, allant jusqu'à plus de 80, voire 100 degrés Celsius, que l'on retrouve généralement autour des geysers d'eau chaude ou au plus profond des failles océaniques, lorsque des panaches de boue brûlante et soufrée sortent des entrailles de la Terre. D'autres bactéries aiment à l'inverse des températures voisines du point de congélation, voire même se développent sous la glace, dans les déserts gelés, où la moyenne peut atteindre une température inférieure à moins 68 degrés Celsius. On retrouve même des organismes dans des solutions acides ou encore dans des eaux hyper salées. Petit à petit, d'autres familles de bactéries apparaissent comme les cyanobactéries. Leur principale caractéristique est la présence de pigments, leur permettant de capter et de transformer l'énergie lumineuse. Le pigment le plus extraordinaire par sa complexité et son rôle est la chlorophylle. Cette molécule permet de transformer l'énergie du soleil pour assimiler la matière minérale. Cette réaction de photosynthèse dégage de l'oxygène qui se dissout dans l'eau. C'est ainsi que les premières bactéries végétales ont commencé à oxygéner l'eau dans laquelle elles vivaient. Elles ont laissé leurs empreintes sur Terre, sous la forme de formations fossiles que l'on appelle les stromatolites. À cette époque, l'oxygène est nocif. Un véritable bouleversement planétaire va avoir lieu. En plusieurs centaines de millions d'années, le milieu liquide de la vie évolue et se charge en oxygène. Toutes les bactéries sensibles à ce gaz meurent. Certaines, qui ont pu être sensibles à l'action corrosive de l'oxygène, s'adaptent progressivement, jusqu'à finir par l'utiliser. Cette modification bouleverse le règne animal. De nouvelles formes de vie apparaissent, comme les eucaryotes. Puis, au fil des centaines de millions d'années, la faune se complexifie. Les cellules vont commencer à s'agglomérer les unes aux autres, alors qu'elles restaient jusqu'à présent esselées, et les premiers animaux pluricellulaires apparaissent. L'éponge est le plus vieil animal connu.
Il serait apparu il y a plus de 890 millions d'années. Ces animaux primitifs ne possèdent ni système nerveux, ni système vasculaire, ni système digestif. En plusieurs millions d'années, ces animaux primitifs vont évoluer vers les premiers animaux plus complexes lors de la période de l'Édiacarien, il y a 600 millions d'années. Alors que les organismes vivants étaient pour la plupart simples et composés de cellules individuelles ou parfois regroupées sous forme de colonies, un véritable Big Bang zoologique va survenir au Cambrien. Entre 541 et 530 millions d'années. Cette explosion des organismes se traduit par une apparition soudaine de la plupart des grands embranchements actuels d'animaux pluricellulaires. Cet événement initie une gigantesque diversification des classes et des espèces animales, végétales et bactériennes. La Terre se compose d'un seul et unique continent, la Rodinia, entourée d'un immense océan nommé Mirovia. Mais ce supercontinent commence à se fragmenter et de nouveaux morceaux de continents apparaissent. Le plus grand d'entre eux va occuper la majeure partie de l'hémisphère sud, c'est le Protogondwana. Au nord, les autres morceaux forment un grand archipel avec Laurentia, Baltica et Sibéria. Le climat planétaire est chaud, aux alentours des 25 degrés Celsius. Au centre de la Laurentia, de Baltica et de la Sibéria, un océan nommé Iapetus se forme. Dans ces hauts fonds, la vie animale va exploser. On retrouve majoritairement des animaux à corps mou, comme des vers ou des éponges, mais également les premiers arthropodes, lointains ancêtres des insectes et des crustacés actuels, les ancêtres des futurs céphalopodes, mais aussi des animaux qui n'auront aucune descendance. Ils évoluent tous au fond des océans. Cette nouvelle faune possède désormais des organes internes et externes comme les yeux, les pattes, le système digestif, les antennes, l'appareil buccal. Désormais, il existe une chaîne alimentaire. Les trilobites constituent le bas de cette chaîne. Et tout en haut, on retrouve un super prédateur, Anomalocaris. Il s'agit d'un genre d'arthropode et du premier prédateur connu de l'histoire du vivant. Sa particularité est qu'il possède des organes visuels complets et de grande taille, des yeux composés. Longs de 2 à 3 cm, ils sont dotés de 16 000 facettes. Sa vue, bien que primitive, lui permet de distinguer les proies potentielles, ce qui est déjà un formidable bond évolutif. Son corps long et étroit mesure moins d'1 mètre. Il est recouvert d'un exosquelette sans minéraux et il possède une bouche avec des dents, des pattes flexibles, une longue queue en forme de V qui devait lui assurer une propulsion rapide dans l'eau. Ses 28 nageoires latérales sont réparties par paires. À ses côtés, de nombreux animaux plus originaux les uns que les autres le côtoient. Moins spectaculaire en termes de taille, Hallucineggia sparsa possède un corps long et mince, s'apparentant à celui d'un ver, mesurant jusqu'à 3 cm. Un prédateur ancêtre des céphalopodes, Nectocaris pteryx, se décrit avec une tête possédant 2 yeux, une ou 2 paires d'appendices, ainsi qu'une carapace ovale à l'arrière.
Mais le spécimen qui retient toute notre attention est le fameux picaïa, une espèce de ver ou d'anguille de quelques centimètres. Sa protoépine dorsale fait penser qu'il serait le premier animal de l'embranchement des chordés, voire même le précurseur de la branche des vertébrés. Mais ce dernier caractère ne fait pas aujourd'hui l'unanimité. Cet animal est doté d'une corde, une colonne vertébrale primitive s'étendant sur toute la longueur de l'animal. C'est à partir de cette corde que s'assemblent les muscles et les organes qui constituent l'animal. En l'espace de quelques millions d'années, toutes les pièces nécessaires à la grande aventure de l'évolution du monde animal se sont mises en place. Cette explosion cambrienne sera stoppée à la fin de la période par une extinction causée par une glaciation et un brusque changement des températures. Près de 40% des espèces disparaissent. Bien que des niches écologiques soient laissées vacantes, elles sont rapidement prises d'assaut par les espèces survivantes durant l'Ordovicien, ce qui entraîne une radiation évolutive. Du fait de la glaciation, le niveau des océans est plus bas et les hauts fonds sont plus nombreux. Les espèces rescapées se multiplient et bien que l'océan soit plus calme, il se retrouve rapidement peuplé d'animaux de toutes sortes. Les familles et les genres d'organismes marins se multiplient. C'est l'événement de la grande biodiversification ordovicienne. La diversification rapide du plancton favorise le développement de la faune marine demeurant sur le plancher océanique. Les crinoïdes, les brachiopodes bivalves et les trilobites se multiplient, mais de nouveaux arrivants se développent. Les coraux colonisent les océans et bâtissent des récifs coralliens. Ils enrichissent la faune marine. La terre ferme paraît sans vie. Et pourtant, à y regarder de plus près, quelques lichens commencent à y jeter leur dévolu. Un lichen est un champignon associé à une algue qui pousse là où aucune plante ne peut vivre. Le champignon et l'algue vivent en symbiose, un peu comme dans le corail. Le champignon protège l'algue. Il lui apporte de l'eau et des sels minéraux. L'algue fabrique des sucres et d'autres produits qu'elle partage avec le champignon. On les retrouve sur les rochers, en bord de mer ou sur de la lave refroidie. À première vue, rien de bien extraordinaire. Et pourtant, lorsqu'ils pourrissent, les lichens laissent des débris qui forment un sol assez riche pour que la mousse et d'autres plantes puissent pousser. Le terrain se prépare lentement. Cette infime avancée de la vie sur Terre va être freinée par une extinction massive. La glaciation survient, provoquant la disparition de nombreuses espèces et ralentissant l'élan que commençaient à prendre certaines formes de vie pour sortir de l'eau. L'océan qui grouillait de vie est désormais calme. De nombreuses familles, genres et espèces animales et végétales ont disparu. Il y a comme un vide, mais la nature s'empresse de le combler et les espèces survivantes connaissent une radiation évolutive. Les continents continuent de bouger. Sibéria, Baltica et Laurentia, qui formaient un méga-archipel, se rapprochent du proto-Gondwana. Ils formeront au fil des années le supercontinent Laurussia. La collision de ces terres engendre l'apparition d'une chaîne de montagnes gigantesques, la chaîne calédonienne. Puis les glaces commencent à fondre.
le niveau des océans remonte et certaines espèces se développent considérablement. Alors qu'il n'y a plus de calotte glaciaire, le climat redevient doux avec des températures avoisinant les 20 degrés Celsius. Qu'en est-il de la terre ferme? On retrouve les lichens, qui commençaient déjà à se mettre en place avant l'extinction. Les premières mousses font désormais leur apparition, et la flore va commencer à s'établir hors de l'eau. Si la vie foisonne dans les profondeurs marines, à l'époque, le paysage de la terre ferme se constitue de roches nues à perte de vue, balayées par les vents. Puis, au fil de leur passage, les marées hautes et les marées basses laissent des sédiments au bord de l'eau. Ils constituent une première accroche pour que la flore s'y incruste. La plus ancienne trace de plantes primitives connue est celle de Cooksonia. Les marées hautes et basses, et par conséquent l'alternance du passage de l'eau et de l'assèchement, permettent à la flore de s'habituer progressivement à la vie hors de l'eau. Les Cooksonia sont des plantes qui atteignent moins d'une dizaine de centimètres de hauteur et possèdent une structure relativement simple. Elles n'arborent encore ni feuilles, ni fleurs, uniquement une tige se divisant en quelques embranchements. Chacune des branches se finit par un sporange de forme arrondie qui comporte les spores. Elle ne possède a priori pas de racines et est attachée sur le sol grâce à des radicelles, de fines racines concentrées superficiellement. Les Cooksonia libèrent leurs spores dans les airs pour se reproduire. Cooksonia et les autres plantes primitives se retrouvent confrontées au phénomène de la gravité, une physique nouvelle pour elles. Elles vont ainsi évoluer en développant un squelette interne hydraulique et une couche de cire protectrice. Elles peuvent mieux supporter leur propre poids et affronter la sécheresse. La cuticule empêche l'eau des plantes de s'évaporer, mais elle constitue également une couche imperméable au gaz carbonique et à l'oxygène. Au fil du temps, elles se verront munies de tout petits orifices, appelés des stomates, qui leur permettront une respiration aérienne. Certaines possèdent des cellules, afin de distribuer l'eau et les nutriments vers les organes situés en hauteur. Mais à l'époque des premières plantes, le sol est pauvre en nutriments. Les plantes développent donc des rhizomes, comme des racines, pour aller puiser dans le sol la nourriture dont elles ont besoin. Même si le sol est encore quasi inexistant, les plantes vont contribuer elles-mêmes à le construire en dégradant les roches sur lesquelles elles s'aventurent. Un peu plus tard, elles développent des excroissances afin d'augmenter la surface exposée à l'énergie solaire. Toutes ces plantes primitives doivent également trouver un moyen de se reproduire. Elles ne peuvent pas, à l'instar des plantes marines, déverser leurs gamètes dans l'eau. Elles doivent désormais trouver un mode de reproduction aérien. Cela se fait par l'intermédiaire de spores. Ces derniers sont disséminés par le vent, puis, en germant, produisent les organes mâles ou femelles qui libèrent à leur tour leurs cellules sexuelles dans le sol humide. La disparition des spores est d'autant plus efficace que la plante se trouve en hauteur. C'est ainsi que certaines plantes vont chercher à grandir, ce qui leur donne également l'avantage de capter encore plus l'énergie du soleil que leurs congénères restés au ras du sol. Il faut maintenant donner plus de résistance à leurs tiges, afin de supporter leur poids en hauteur.
C'est dans cet objectif qu'elles se munissent d'un tissu de soutien ligneux. Elles peuvent devenir toujours plus hautes et développer un diamètre toujours plus grand. Les plantes atteignent des tailles de plus en plus importantes, avec des troncs mesurant au moins 10 cm de diamètre. Cela peut paraître ridicule à côté de nos forêts actuelles, mais cette végétation primitive a tout de même permis à d'autres visiteurs de venir s'aventurer sur la terre ferme. Quelques bestioles accostent et s'aventurent sur ce tapis végétal en formation. Mais qui sont ces petits curieux ? Probablement des vers de terre, car la vie grouille dans la vase, ou encore des acariens. Mais les premières vraies traces fossilisées découvertes sont celles d'une espèce disparue d'arthropodes. Les flux et les reflux de la mer rejettent sur le littoral toutes sortes de déchets organiques et de cadavres. Cette nourriture très attrayante est une belle motivation à la sortie des eaux des organismes carnivores. En plus, le désert s'habille doucement de mousse, lichens et autres plantes primitives, terrain d'exploration tentant pour certains organismes. De curieux habitants, minuscules et discrets, se tiennent à l'abri entre les grains de terre et les racines, sous une couche de végétaux en décomposition dont ils se nourrissent. Des insectes primitifs fourmillent au milieu de cette végétation grandissante. Au début, les plus gros ne dépassent pas quelques millimètres. Ils arborent des allures de colamboles, des arthropodes pancrustacés sauteurs, qui peuplent aujourd'hui nos terres. Certains sont carnivores, se nourrissant des cadavres d'autres animaux, et d'autres se nourrissent de plantes, mais aucun ne semble s'y attaquer tant qu'elles ne sont pas pourries. Les végétaux vivants contiennent certainement des toxines auxquelles ils ne pourraient survivre. Ce sont ces petites bêtes, si insignifiantes au premier abord, qui finiront par peupler l'ensemble de la Terre. Aujourd'hui, on compte plus de 1,3 million d'espèces d'insectes connues. Ils occupent presque toutes les niches écologiques. Mais cette dominance ne s'est pas faite du jour au lendemain. Bien que les insectes se soient diversifiés très tôt, au Carbonifère, ils étaient au début présents en petit nombre. Campécaris obanensis appartient au genre des myriapodes, de proches parents des mille-pattes. Son fossile a été découvert en Écosse. Ses pattes n'ont pas été conservées. L'animal mesure environ 2,5 cm de longueur. Son corps est segmenté. Il évolue dans un environnement proche des plans d'eau et se nourrit certainement de plantes en décomposition. Même s'il n'est pas leur ancêtre, il ressemble étrangement aux mille-pattes actuelles. Son corps est recouvert d'une carapace qui est synthétisée par ses glandes. Dans la même région que lui, des fossiles de Cooksonia ont été retrouvés. Strodiella devonica est une espèce d'arthropode fossile. Elle est l'un des plus anciens insectes terrestres retrouvés et le seul insecte fossile complet. Ce petit insecte, mesurant environ 8 mm de longueur, semble être un proche des premiers représentants des sauterelles. Elle possède une tête relativement grande, dotée de mandibules robustes et de longues antennes. Ce spécimen ne possède pas d'ailes, ce qui empêche les scientifiques de connaître son stade de développement, celui de larve ou adulte. Strodiella devonica présente toutes les caractéristiques morphologiques et les organes permettant une vie terrestre. Ses pièces buccales non spécialisées indiquent qu'elle avait un régime omnivore. Son fossile met en évidence 6 segments du corps, 6 pattes
et 2 antennes. Les organes génitaux n'ont quant à eux pas été préservés. Les premiers arthropodes qui ont posé le pied sur Terre se sont retrouvés confrontés à des difficultés. Il leur fallait une structure assez solide pour les soutenir, ainsi que des arrangements pour les protéger des ultraviolets et du dessèchement. De plus, il leur fallait réussir à trouver de la nourriture. Ce qui est étonnant, c'est que la majorité des arthropodes sont carnivores et peu sont herbivores. Et pour contenter des carnivores, il faut qu'il y ait des proies. La terre ferme est encore relativement pauvre en vie, et il se peut que les premiers arthropodes aient dû se satisfaire de champignons, de moisissures, ou encore de feuilles desséchées en train de pourrir. Les premiers végétaux ne sont donc pas une source de nourriture, mais ils vont participer à façonner les premiers écosystèmes qui gagneront peu à peu l'ensemble des terres. Dans le même temps que la vie gagne du terrain sur la terre ferme, elle fait preuve de réelles innovations pour les organismes marins. Le Dévonien est réputé pour être la période nommée l'âge des poissons. De nombreux et gigantesques poissons cuirassés, nommés placodermes, sillonnent les océans, comme les botryolépis, les siluriens ou encore Dunkleosteus. Alors que la vie n'est représentée sur la terre ferme que par des organismes de taille réduite, dans les océans, la vie est luxuriante. Son évolution ne sera pas sans lien avec la sortie des eaux. Les placodermes sont des vertébrés qui dominent le monde marin. Ils sont très diversifiés et fréquentent aussi bien les récifs que le grand large. Ils se nourrissent d'algues, de mollusques ou encore d'autres poissons. Ils doivent leur nom placoderme aux plaques qui recouvrent leur peau. Leur tête et leur thorax sont recouverts d'une épaisse cuirasse osseuse qui protège leurs organes vitaux, comme les yeux, le cerveau ou encore le cœur, d'éventuelles attaques des prédateurs. Leurs énormes mâchoires, constituées d'os aux bords tranchants, sont comme des pinces qui peuvent couper leur proie en deux. Bien que les placodermes soient les premiers à être dotés de mâchoires, celles-ci demeurent encore dépourvues de dents. Il y a 400 millions d'années, le groupe des poissons à mâchoires va se diversifier et engendrer 2 grands groupes de poissons. D'un côté, les poissons cartilagineux dont seront issus les requins, les raies et autres chimères, et d'un autre côté, les poissons osseux. Par la suite, les poissons osseux se distinguent en 2 groupes. Les poissons osseux, nommés actinoptérygiens, possèdent des nageoires à rayons de kératine, qui est la protéine qui constitue les poils, les ongles et les cornes. Les rayons arborent une forme de bras qui supporte l'éventail de la nageoire. À leur côté, les poissons osseux à nageoires charnues ou lobées sont appelés les sarcoptérygiens. Leurs nageoires ont la particularité d'être dotées d'os formant un squelette interne articulé. Les os des nageoires ventrales sont identiques en nombre et en position à ceux des extrémités des tétrapodes. Cette nouvelle forme de nageoire est désormais articulée autour d'un seul élément, les autres rayons ayant disparu. Ce n'est pas encore une patte, mais ça y ressemble étrangement. La nageoire se finit par un voile souple d'écailles. Panderectis est un genre éteint de sarcoptérygiens qui est considéré comme une forme anatomiquement transitionnelle de l'évolution des poissons vers les tétrapodes. Le squelette interne des nageoires pectorales et pelviennes
rappelle celui des membres chiridiens. L'espèce la plus connue est Panderictis rhombolepis et il s'apparente à un poisson-chat actuel. Il mesure entre 90 et 130 cm. Il est doté de poumons primitifs. Cette espèce marque une étape importante dans l'adaptation à la locomotion terrestre, puisque ses nageoires pectorales charnues sont des prototypes des membres des tétrapodes. Cela suggère que la transition vers le déplacement des tétrapodes, qui repose sur la propulsion des membres postérieurs, est passée par un stade d'appui sur les membres antérieurs, accompagné de l'ondulation du corps. En effet, les nageoires pelviennes de Panderictis rhombolepis sont primitives et ne lui permettent pas de prendre appui. Encore quelques millions d'années, et le voile qui termine la nageoire évolue en une structure révolutionnaire dans le vivant, les doigts. Mais pendant ce temps-là, la végétation n'en finit plus de grandir. Les plantes primitives ont tellement poussé qu'elles peuvent désormais se faire appeler arbres. Il faudra une bonne 50aine de millions d'années pour que culminent à plus de 20 ou 30 mètres de hauteur les premières fougères géantes, calamites et lépidodendrons. À cette taille-là, le tronc est renforcé de bois et d'écorce, comme celui de nos arbres actuels. La forme arborescente est quant à elle apparue indépendamment dans différents groupes végétaux. Archaeopteris s'apparente à une fougère dotée d'un tronc de conifère. Il s'installe dans des zones bien drainées, où il peut développer son important système racinaire. Il contribue à la formation des sols profonds. Il peut atteindre jusqu'à 30 à 40 mètres de hauteur et mesurer jusqu'à 1,5 m de diamètre. Son bois rappelle celui des conifères, avec des trachéides et des rayons. L'étude de l'anatomie de son tronc en fait le premier arbre moderne par de nombreux scientifiques. Le bois d'Archaeopteris devient à la fois tissu conducteur et élément de soutien, une combinaison adaptée pour aller chercher la lumière en hauteur. Oatieza est un proche parent des fougères et des prêles modernes. Il est l'un des constituants des plus anciennes forêts et est considéré comme la plus ancienne plante arborescente. Son apparence générale fait penser aux palmiers ou aux fougères arborescentes modernes. Il peut atteindre une hauteur proche de 8 mètres. À la place de feuilles, Oatieza arbore des frondes situées dans la couronne en position verticale et positionnées en hélice sur le tronc. Les frondes jouent le rôle de feuilles chez certaines plantes. Elles sont souvent de grande taille et se divisent en segments. Lorsqu'il grandit, Oatieza perd ses frondes, ce qui laisse des cicatrices sur le tissu superficiel de la tige. Le tronc est plutôt mince et laisse apparaître des rainures sur la zone près de la couronne, cicatrice des frondes perdues. Cette grande plante reste en position verticale grâce à une morphologie conique inversée, ainsi qu'à ses petites racines présentes en grand nombre qui pénètrent perpendiculairement dans le sol. Une des représentantes des premières forêts est la forêt pétrifiée de Gilboa, aux États-Unis. Cette forêt a été découverte lors de l'excavation d'une carrière pour construire le barrage de Gilboa. Des centaines de grosses souches fossilisées et préservées dans la roche sont alors identifiées. Il faudra plusieurs années d'études et de recherches pour comprendre un peu plus cette forêt. Les bases des arbres composant la forêt sont en forme de bol et leur diamètre peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Des milliers de racines les entourent.
d'après les estimations, les arbres pouvaient atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur et s'apparenter à des palmiers ou des fougères arborescentes. Par ailleurs, des tiges ligneuses horizontales mesurant environ 15 cm de diamètre ont également été découvertes. Ce sont des troncs rampants d'Aneurophytaléane progymnospermes qui n'étaient connus jusque-là que pour leurs branches dressées. Un gros spécimen de lycopode a également été découvert. Cette plante herbacée possède des axes couverts de petites feuilles étroites de type microphylle. Les feuilles fertiles comptent 5 segments, comme les feuilles végétatives, et les sporanges sont insérés sur la face supérieure de chacune d'elles. Cette forêt primitive fait déjà preuve d'une complexité extraordinaire. Le Tiktaalik roseae est la seule espèce connue de Tiktaalik, qui signifie littéralement « grand poisson des basses eaux ». Le Tiktaalik a tout d'un poisson. Il possède des écailles et des branchies, mais sa tête triangulaire est aplatie et ses nageoires de forme originale dénotent. En effet, ces dernières, en plus des os fins en forme de rayons que possèdent tous les poissons pour pagayer, ont des os internes beaucoup plus robustes permettant à l'animal de se caler dans des eaux de faible profondeur, en utilisant ses membres comme support. C'est ce que font la plupart des animaux à 4 pattes. Cette nageoire particulière place le Tiktaalik comme une espèce de transition, comme Panderictis et les futurs premiers tétrapodes que sont Acanthostega et Ichthyostega. Les nageoires de Tiktaalik roseae possèdent des os de poignet et des rayons simples rappelant les doigts. Ils possèdent des branchies, mais également des poumons primitifs. Il peut ainsi s'établir en eau peu profonde et sur la terre ferme. Ses motifs d'écailles sont en forme de losange. Ses dents sont structurées en 2 rangées et il possède des narines internes et externes. La plupart des poissons ont des plaques osseuses dans la zone branchiale, ce qui limite les mouvements de la tête. Tiktaalik roseae n'en a pas. Il est ainsi le premier poisson connu à posséder un cou et une ceinture pectorale séparée du crâne. Il est doté d'une plus grande liberté pour chasser les proies, que ce soit dans l'eau ou sur la terre ferme. Les rayons des nageoires pectorales de Tiktaalik roseae, celles qui ont évolué pour former les pattes antérieures des tétrapodes, sont devenus plus robustes et une asymétrie s'est développée entre les rayons du côté ventral et ceux du côté dorsal. Ces derniers sont devenus plus larges et plus nombreux que les premiers. Cette caractéristique a donné une partie charnue, ressemblant à une pomme que l'animal peut utiliser pour se maintenir sur les sols ou les rivières. Cela suggère la présence de muscles sous les nageoires pour supporter le poids de l'animal lorsqu'il se hissait à l'air libre. Une autre évolution visible sur l'animal est que ses yeux et ses narines sont placés au-dessus de la tête. Les os saumâtres sont pauvres en oxygène et il est obligé de venir respirer en surface. Cette particularité lui permet de respirer sans pour autant sortir la tête de l'eau, comme les crocodiles d'aujourd'hui. Tiktaalik roseae se situe entre le poisson et le tétrapode. Ses caractéristiques anatomiques font de lui une espèce intermédiaire. Acanthostega et Ichthyostega sont parmi les premiers tétrapodes définis comme des sortes de poissons à pattes. Ce sont des animaux aquatiques, dotés de branchies,
Mais leurs pattes ornées de 8 doigts leur servent à arpenter les milieux encombrés et boueux hors de l'eau. Acanthostega est considéré comme l'un des premiers vertébrés terrestres. Il présente des membres chiridiens, des appendices locomoteurs articulés munis de doigts, une caractéristique anatomique des premiers tétrapodes. Acanthostega mesure environ 60 cm de longueur. Sur chacune de ses mains, il possède 8 doigts reliés par un étui tendineux. Il ne possède pas de poignet, mais une épaule et un membre antérieur semblables à ceux d'un poisson. Néanmoins, l'épaule et le membre antérieur ne peuvent pas se plier ni vers l'avant, ni au niveau du coude, et ne permettent pas de position d'appui, ni de marche. Il devait donc les utiliser pour pagayer ou s'accrocher à la végétation. Sa ceinture pelvienne devient une structure portante lui permettant de contrer la force de gravité lorsqu'il n'est plus dans l'eau. Bien qu'Acanthostega possède des poumons, ses côtes sont trop courtes pour soutenir la cage thoracique hors d'un environnement aquatique. Plusieurs scientifiques s'accordent sur le fait qu'Acanthostega n'aurait jamais vécu hors de la mer et qu'il serait principalement un animal aquatique. Il a dû venir sur la terre ferme pour trouver de la nourriture. Sa mâchoire montre une différence par rapport à celle des poissons, ce qui lui aurait permis de se nourrir de vivres situés hors de l'eau ou sur terre. Aux côtés d'Acanthostega, Ichthyostega est l'un des plus vieux vertébrés à 4 membres connus à ce jour. Ichthyostega est un animal plutôt grand et large pour son époque, puisqu'il mesure environ 1,5 mètre de long. Ses yeux sont placés sur le dessus d'un crâne aplati et il possède de grandes dents. Ses membres sont longs et à chaque extrémité des membres postérieurs on dénombre 7 doigts. La morphologie de sa ceinture scapulaire et de sa ceinture pelvienne est plus robuste et mieux adaptée à la vie terrestre que celle d'Acanthostega. Ses vertèbres sont également plus solides. Comment les doigts se sont-ils ajoutés à l'extrémité du membre de ces premiers tétrapodes? Les doigts sont-ils des éléments préexistants ou se sont-ils transformés et ont-ils évolué avec le temps? Les dernières recherches posent le scénario que les doigts proviendraient d'une croissance anormale de l'extrémité des nageoires. Chez l'embryon de poisson, l'extrémité des nageoires forme la crête apicale, par laquelle se forment les rayons osseux de la nageoire. Une fois tous les rayons formés, la crête se décolle, stoppant la construction de nouvelles structures osseuses sur la nageoire. Elle se munit d'un voile et termine son développement. L'anomalie qui aurait mené au développement des doigts serait que la crête apicale ne se serait pas décollée. Après avoir constitué l'os du bras, de l'avant-bras et du poignet, elle aurait alors poursuivi en édifiant les phalanges. Acanthostega et Ichthyostega, dotés de leurs doigts, ont pu arpenter les deltas boueux et parsemés de plantes et de branches d'arbres. Ils pouvaient écarter les branches et parcourir la vase, mais également passer d'un bras à l'autre d'une rivière. Leur vie demeurait essentiellement aquatique. Leurs pattes sont encore peu fonctionnelles, puisque l'absence d'articulation les rend très rigides. Ne possédant pas de chevilles, il leur est impossible d'effectuer des extensions. Ces protopates sont donc juste bonnes à porter les poissons et à être utilisées comme des pagaies pour les déplacements. Finalement, à la fin du Dévonien, il y a 360 millions d'années, ces pattes vont s'avérer très utiles.
Les milieux terrestres deviennent de plus en plus vastes du fait de l'abaissement du niveau des océans. Acanthostega et Ichthyostega, ainsi que leurs congénères tétrapodes, sont capables de rejoindre les plans d'eau et les rivières isolées. Ils survivent mieux que d'autres à ce nouvel environnement. C'est durant le Carbonifère que les chevilles, les poignets et les coudes flexibles vont leur procurer une mouvance incroyable. Ils peuvent désormais quitter les bords de l'eau et s'aventurer à la conquête des immenses forêts qui ont, entre-temps, colonisé la terre ferme. Rapidement après Acanthostega et Ichthyostega, les scorpions de mer et les araignées atteignent la terre ferme. Mais cette conquête est freinée par une nouvelle glaciation massive qui entraîne une extinction de masse. 75% des espèces qui existaient au Dévonien disparaissent. La Terre sort d'une forte extinction de masse qui a entraîné la mort de nombreux animaux. À cette époque, les continents Laurussia et Gondwana se rassemblent et forment un supercontinent nommé la Pangée. Il est entouré de l'océan Pantalassa. Les mouvements des plaques tectoniques engendrent une augmentation du niveau des mers. Un grand nombre de végétaux qui demeurent sur la terre ferme sont ainsi noyés. Mais la nature n'a pas dit son dernier mot. Les forêts continuent leur colonisation. Au milieu des fougères arborescentes et des prêles géantes, un nouvel arbre fait son apparition, le lépidodendron. Ce dernier fait partie des lycopodes géants, des plantes démesurées qui ont dominé la Terre pendant une longue période. Le lépidodendron culmine à plus de 50 mètres de hauteur et arbore un tronc de 2 mètres de diamètre. Il se constitue d'un tronc solidement ancré dans le sol par de nombreuses racines. Il ne possède aucune branche intermédiaire, mais est surmonté d'une couronne de feuillage disposée comme un parasol. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les arbres à écorce et à graines. Les arbres à écorce deviendront la source du charbon qui sera utilisé en abondance lors de la révolution industrielle. À la suite d'incendies ou d'inondations, ces arbres vont se retrouver enterrés et vont former des sédiments. Privés d'air et soumis à une forte pression, les éléments organiques se transforment en composés carbonés. L'apparition des plantes à graines est une véritable révolution botanique et un nouveau pas dans le développement de la vie sur la terre ferme. Désormais, la reproduction des plantes s'affranchit de l'eau et devient aérienne. Les éléments qui assurent la dissémination de la plante ne sont plus des spores, mais des graines. Ces dernières, pluricellulaires, sont protégées par des enveloppes protectrices formées par des téguments lignifiés de l'ovule. Elles contiennent un embryon, mais également des réserves, comme des glucides, des lipides ou encore des protéines, nécessaires à son développement durant les premiers stades. La graine se détache de la plante et assure la dissémination de l'espèce. Leur taille minuscule et leur crochet leur permettent de se fixer sur les animaux. Les appendices offrent quant à elles une prise au vent. Autant de caractéristiques qui facilitent la dispersion. La graine possède aussi une autre particularité fondamentale. Ses tissus sont déshydratés, ce qui permet une entrée en dormance dès lors que les conditions ne sont pas favorables à la germination. Des graines peuvent ainsi être enfouies dans le sol pendant plusieurs années avant de germer.
Les animaux continuent de se développer et de s'adapter à la terre ferme. Au milieu du Carbonifère, le niveau des océans chute à nouveau. L'extension des milieux terrestres isole les plans d'eau. Mais les tétrapodes sont désormais munis de membres qui ont la capacité de se plier et ils s'adaptent très bien à ce nouvel environnement. Ils sont également dotés de poumons et sont prêts à conquérir les gigantesques forêts du Carbonifère qui leur offrent un environnement humide, ombragé où ils peuvent vivre. Les amphibiens étaient les premiers tétrapodes. Ils étaient capables de vivre à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. Ils avaient des poumons pour respirer l'air, mais ils devaient également pondre leurs œufs dans l'eau. Mais un nouvel embranchement apparaît lors du Carbonifère, les reptiles. Ce sont les premiers tétrapodes à être entièrement adaptés à la vie sur la terre ferme. Ils avaient un corps couvert d'écailles qui les protégeaient des prédateurs et des éléments. Ils pondaient également leurs œufs sur la terre ferme. Les insectes vont fortement se développer durant cette période. Les insectes se sont diversifiés très rapidement depuis le début de leur apparition. Au Carbonifère, ils représentent au moins 60% de la biodiversité. Quelques millions d'années ont suffi à ce groupe pour dépasser en nombre leurs principaux concurrents terrestres. Leur secret ? Une particularité bien utile à la survie dans ce monde de prédateurs. Les ailes. Le groupe des aptérygotes, les insectes dépourvus d'ailes, ne représente plus que 1% des insectes d'aujourd'hui. Leurs congénères les ont largement dépassés. L'apparition des ailes est difficile à dater et à expliquer. Peut-être s'agissait-il de branchies modifiées pour permettre aux organismes aquatiques de faire de courtes distances en volant. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Ce qui est sûr, c'est que grâce à leurs ailes, leur permettant de défier les lois de la pesanteur, les insectes vont être les seuls maîtres des airs pendant plusieurs millions d'années. Bien que la flore, avec l'apparition des plantes à graines, s'affranchisse petit à petit du milieu aquatique, les animaux, quant à eux, demeurent jusqu'ici dépendants de l'eau pour leur nourriture, mais surtout pour leur reproduction. Une innovation majeure survient il y a environ 310 millions d'années, l'apparition de l'amnios. Il s'agit de l'enveloppe permettant à l'embryon des amniotes de se développer dans un milieu liquide. Sa caractéristique innovatrice est qu'il peut être pondu hors de l'eau. L'embryon est alors protégé du dessèchement et des chocs. En parallèle, certains animaux se voient dotés d'une peau sèche et plus ou moins étanche afin de ralentir les pertes hydriques au niveau cutané. Plusieurs groupes de vertébrés se retrouvent dotés d'un sac amniotique, comme les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Désormais, ces groupes d'animaux peuvent s'éloigner du milieu aquatique, à l'instar des amphibiens, qui demeurent tributaires de l'eau. L'œuf amniotique combiné à la peau étanche des premiers reptiles leur permet de s'aventurer vers des zones continentales inaccessibles pour eux jusque-là. Ils vont se diversifier et donner naissance à de nombreux groupes comme les crocodiliens, les tortues, les lézards, les serpents, les oiseaux, les mammifères. L'apparition des premières plantes à fleurs dans l'histoire de la vie sur Terre est très difficile à dater, car elles se fossilisent mal. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont un rôle essentiel pour les plantes qui les portent, puisqu'elles attirent les insectes qui assureront la dissémination des pollens.
Des gisements paléontologiques exceptionnels ont permis de découvrir 2 fleurs extrêmement bien conservées. La première, Archaefructus, ressemble aux nénuphars actuels. Mais son organisation anatomique reste encore floue. La deuxième, Manseckia, possède des tiges longues et étroites. On retrouve de nombreux fruits sur toute la plante. Ces plantes à fleurs primitives ont peu en commun avec les fleurs plus classiques que l'on connaît aujourd'hui. Depuis leur apparition, les plantes à fleurs n'ont cessé de se diversifier. Aujourd'hui, on dénombre plus de 270 000 espèces dans tous les milieux, que ce soit sur la terre ou dans les eaux. Leur taille et leur forme sont très variées, des orchidées jusqu'aux chênes. En comparaison, le groupe des fougères est représenté par 10 000 espèces et celui des pins et espèces associées en compte environ 750. Et pourtant, ces 2 groupes sont bien plus anciens que les plantes à fleurs. Ces dernières sont donc un véritable succès de l'évolution. Ce phénomène s'explique peut-être par le mode de reproduction des plantes à fleurs, qui leur permet de coloniser rapidement tous les types de milieux. La faune et la flore sont désormais bien installées sur la terre ferme. Même si elles vont subir des catastrophes au fil des années, entraînant des modifications plus ou moins profondes, rien ne les anéantira totalement. Quels sont les effets de cette sortie des eaux pour la Terre ? La colonisation et l'établissement de la vie sur les continents causent des changements importants pour la planète Terre au fil des centaines de millions d'années. Les plantes terrestres sont les premières à coloniser la Terre hors de l'eau. Leurs racines contribuent à la formation des sols. Elles fragmentent les roches et facilitent ainsi la concentration de matière organique. Les sols sont essentiels pour la croissance des plantes et ont des implications géologiques importantes, notamment en ce qui concerne l'érosion et la stabilité des terres. Les racines des plantes aident à prévenir l'érosion du sol en le stabilisant. Les forêts et les prairies contribuent à ralentir l'écoulement de l'eau. Les particules transportées par les cours d'eau peuvent ainsi être sédimentées. Cela contribue à la formation de roches sédimentaires. Certains organismes vivants, comme les lichens ou certaines bactéries, favorisent l'altération chimique des roches en libérant des acides organiques qui peuvent dissoudre les minéraux. Les roches peuvent ainsi se désintégrer et les sols se former. Les organismes vivants sont principalement constitués de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Lorsqu'ils meurent, la matière organique est décomposée par l'activité microbienne. Si cela se passe dans un milieu aérobie, la totalité du carbone est transformée en dioxyde de carbone et la minéralisation est totale. Si en revanche cela se passe dans un milieu anaérobie, la minéralisation s'arrête dès lors que le dioxygène initialement présent a été entièrement consumé. La plus grande partie de la biomasse subit une minéralisation totale. Le 1% restant qui sédimente sera à l'origine du pétrole, du gaz naturel et du charbon. C'est ainsi que l'accumulation de débris végétaux durant le Carbonifère, au sein de zones à sédimentation rapide, constitue de grandes réserves de carbone, qui sont aujourd'hui utilisées sous forme de charbon. L'altération des roches calcaires peut alors être accélérée et engendrer la formation de grottes. Les grottes sont des vides sous terre, arborant des tailles plus ou moins grandes.
Les activités microbiennes dans le sol contribuent à la production de dioxyde de carbone. L'apparition de la vie et sa sortie des eaux entraînent des interactions complexes entre les éléments chimiques, les processus géologiques et les organismes vivants. Cela a fortement impacté la mise en place et l'évolution des cycles biogéochimiques. Ces derniers sont essentiels à la régulation des écosystèmes et à la survie de la vie sur Terre. Les cycles biogéochimiques sont les processus par lesquels sont transportés ou transformés des éléments ou des composés chimiques entre les grands réservoirs terrestres que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère. Grâce à un ensemble de processus, les éléments passent d'un milieu à un autre et retournent dans leur milieu original en suivant une boucle de recyclage infinie. Les organismes vivants, afin d'assurer leur subsistance, ont besoin d'un apport constant et régulier de certains éléments essentiels comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote ou encore le phosphore et le soufre. Les éléments circulent en continu d'un milieu à un autre, d'une forme à une autre. Ils se retrouvent dans le sol, dans l'atmosphère, dans l'eau ou encore dans les tissus vivants. Cette circulation en continu est nommée cycle biogéochimique. Ces cycles regroupent à la fois des processus biologiques, des processus chimiques et des processus géologiques. Les processus biologiques se définissent par la respiration ou la digestion. Les processus chimiques sont la combustion ou les réactions de synthèse. Ces deux derniers processus se déroulent sur des périodes de temps plutôt courtes. Les processus géologiques surviennent, quant à eux, sur des échelles de temps beaucoup plus importantes et sont définis par l'érosion ou la sédimentation. La mise en place des cycles biogéochimiques sur Terre est un processus complexe qui s'est développé sur des milliards d'années. Ces cycles ont évolué en réponse à des interactions entre les éléments chimiques, les processus géologiques, les organismes vivants et les environnements terrestres, aquatiques et atmosphériques. La colonisation de la terre ferme par les végétaux et les animaux a grandement impacté les cycles biogéochimiques. De nombreux mécanismes se mettent en place. Mais voyons les 4 cycles les plus importants. Le cycle du carbone. L'important verdissement des continents, en dehors des régions polaires ou désertiques, est un changement majeur dans l'histoire de la Terre. Cette conquête des terres émergées par les plantes n'est pas sans conséquences. Les végétaux terrestres étant des acteurs importants du cycle carbone. Les plantes utilisent le gaz carbonique de l'atmosphère pour former leur propre matière vivante grâce au processus de photosynthèse. De plus, les cellules de leurs racines respirent et rejettent un peu de CO2 dans le sol. Cela a pour conséquence de créer des solutions acides à leur voisinage et de favoriser l'altération des roches, ce qui, à long terme, emprisonne le gaz carbonique de l'atmosphère. Le développement des végétaux terrestres engendre également l'approfondissement des sols de quelques centimètres à 1 mètre en moyenne. L'accroissement de la végétation continentale a entraîné une diminution de l'effet de serre et causé un refroidissement du climat. À long terme,
La matière organique morte s'accumule sur le sol sous forme de biomasse végétale et contribue à former des sols riches en carbone organique. Ce dernier est ensuite enfoui et transformé en combustible fossile comme du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Cette transformation nécessite la séquestration du carbone du sol. Le cycle de l'azote. L'arrivée massive des plantes sur les terres émergées a également eu des conséquences sur le cycle de l'azote. Le diazote est le gaz le plus abondant des gaz atmosphériques. L'air actuel en contient 78%. Cet élément est essentiel au fonctionnement des organismes vivants, puisqu'il sert à fabriquer des protéines et à produire des bases azotées présentes dans l'ADN. Il a cependant la particularité de ne pas pouvoir être assimilé directement sous sa forme initiale par la plupart des êtres vivants. Il faut donc compter sur des bactéries pour transformer l'azote de l'atmosphère en une forme assimilable par les autres organismes. Grâce à son cycle biogéochimique, l'azote passe d'une forme à une autre. Certaines bactéries, comme les cyanobactéries ou encore celles du genre Rhizobium qui vivent en symbiose avec des plantes, captent l'azote atmosphérique et le transforment en ammoniac, qui sera d'une part directement utilisé par les plantes et les animaux, et d'autre part entrera en réaction avec l'hydrogène pour former l'ammonium. Des réactions d'oxydation entrent ensuite en jeu. Certaines bactéries oxydant l'ammonium pour former des nitrites, tandis que d'autres bactéries oxydent les nitrites pour former des nitrates. Transportés dans le sol ou dans l'eau, le nitrate et l'ammonium sont captés par les végétaux grâce à leurs racines. L'azote désormais fixé sur les plantes est disponible pour les animaux herbivores et se transmet dans la chaîne alimentaire terrestre. Les animaux carnivores ingèrent l'azote en se nourrissant des animaux herbivores. L'azote sera ensuite présent dans les déchets végétaux et animaux. Certains champignons et bactéries le décomposent et produisent de l'ammoniac, qui se dissout pour former de l'ammonium. Certaines bactéries, dites dénitrifiantes, transforment le nitrate en diazote, le faisant retourner directement dans l'atmosphère. Le cycle du phosphore. Le cycle du phosphore a été grandement perturbé lors de la colonisation de la terre ferme par les organismes vivants. Le phosphore est essentiel à la vie. Il est un matériau de base de l'ADN, des os, des coquilles et des dents. Le cycle du phosphore est un cycle sédimentaire, c'est-à-dire qu'il n'implique pas de processus atmosphérique, car il ne possède quasiment pas de composantes gazeuses. La source principale de phosphore provient de l'érosion des roches sédimentaires. Sous l'action de la pluie et du vent, de petites quantités de phosphore s'échappent des roches. Il est libéré sous la forme de phosphate dissous et entre dans la chaîne alimentaire en commençant par les végétaux. Ces derniers assimilent directement cet élément essentiel à leur croissance. Les herbivores se nourrissent ensuite des plantes et ils sont ensuite mangés par des carnivores. Les phosphates retourneront dans le sol par le biais des matières fécales et de l'urine des animaux, mais également par la dégradation des animaux et des végétaux lorsqu'ils seront morts.
Cependant, avec le temps, une partie du phosphore a été lessivée des sols et transportée vers les océans, où il est devenu piégé dans des sédiments marins. Les activités humaines ont engendré des apports supplémentaires en phosphore. L'exploitation minière de ces phosphates pour la production d'engrais a modifié le cycle du phosphore, entraînant des perturbations environnementales, telles que l'eutrophisation des cours d'eau. La qualité de l'eau diminue, ce qui affecte l'écosystème et le milieu aquatique. Le cycle de l'eau. La prolifération de la végétation terrestre a influencé le cycle de l'eau, en favorisant l'évapotranspiration. Il s'agit du processus par lequel l'eau liquide terrestre est renvoyée dans l'atmosphère, sous forme gazeuse. Cette eau provient de la sublimation de la neige, de l'évaporation de l'eau libre ou enfouie dans le sol, mais également de la transpiration des plantes. Comment les végétaux, et en particulier les arbres, transpirent-ils? Vous avez certainement remarqué, lors de fortes chaleurs, comme il fait bon et frais au cœur des forêts. Un arbre refroidit activement l'air environnant, à l'instar d'un parasol, qui ne fera que réfléchir le rayonnement solaire. L'arbre, lui, combine les deux actions. Pour leur croissance, les végétaux ont besoin de nutriments et de CO2 qu'ils absorbent et stockent grâce à la photosynthèse. La sève circule dans l'arbre et transfère les sels minéraux en direction des feuilles pour la photosynthèse. La transpiration sert de moteur et permet ce transport de l'eau et des nutriments jusqu'aux feuilles. Les flux de sève sont régulés en fonction des besoins des plantes et des conditions climatiques. La transpiration a lieu dans les feuilles, au niveau des stomates et au niveau des litancelles qui se trouvent sur l'écorce du tronc et des branches. En fonction des conditions environnantes, les stomates peuvent se fermer afin d'éviter une perte en eau trop importante. Il n'en demeure pas moins que la quantité d'eau rejetée par un arbre durant l'évapotranspiration est très importante. On comptabilise 1000 litres d'eau par jour pour un chêne. L'évapotranspiration est un composant essentiel du cycle de l'eau. Même si elle ne représente qu'une faible partie du cycle global de l'eau, elle est fondamentale. Grâce à elle, l'eau du sol et de la végétation est transférée en direction de l'atmosphère. Actuellement, l'urbanisation, la déforestation et toutes pratiques engendrant l'imperméabilité des sols diminuent l'évapotranspiration et modifient le cycle de l'eau en altérant l'infiltration de l'eau dans le sol. Les conséquences sont des inondations, une diminution des réserves d'eau souterraines et des changements dans les régimes de précipitation. La vie ne pouvait sortir de l'eau tant qu'un bouclier n'était pas susceptible de la protéger des rayons ultraviolets du soleil. Il s'agit de la couche d'ozone. L'oxygène est présent sous 3 formes dans l'atmosphère. On retrouve les atomes d'oxygène, O, les molécules d'oxygène, O2, qui représentent l'oxygène que l'on respire, et l'ozone, O3. L'ozone est une molécule qui se décompose de 3 atomes d'oxygène. On le retrouve sous la forme d'un gaz incolore, mais qui a une très forte odeur. L'ozone se forme dans une section de l'atmosphère que l'on appelle la stratosphère. Dans cette région,
Les photons solaires très énergétiques peuvent frapper les molécules d'oxygène et séparer les deux atomes d'oxygène. Lorsqu'un atome d'oxygène libre entre en contact avec une molécule d'oxygène O2, cela forme une molécule d'ozone. L'ozone est alors dégradé naturellement au niveau de la stratosphère, à la suite d'une série de transformations chimiques et sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. La production et la destruction de l'ozone se compensent exactement dans une atmosphère non polluée. Sa concentration totale reste alors relativement constante. De façon naturelle, il s'accumule dans la stratosphère, mais ne s'y trouve en abondance que lorsqu'il y a suffisamment de dioxygène. Les recherches scientifiques estiment que le premier seuil de la couche d'ozone s'est formé il y a environ 600 millions d'années. Ce premier seuil atteint a permis une explosion de la vie lors de la période de l'Édiacarien et après, lors du Cambrien. Elle était alors présente à 90% de la quantité actuelle d'ozone. Le second seuil aurait été atteint il y a environ 400 millions d'années, coïncidant avec la sortie des premiers animaux des eaux. Les molécules constituant la matière vivante sont photosensibles, ce qui signifie qu'elles peuvent être détruites par certains rayonnements comme les ultraviolets. L'ozone absorbe une grande partie des rayons ultraviolets et protège ainsi les organismes vivants de leurs effets nocifs. Au début de sa formation, la Terre était couverte de volcans et l'atmosphère se composait majoritairement de dioxyde de carbone et de méthane. Il n'y avait ni oxygène ni ozone. À cette époque, sans couche d'ozone, les rayons ultraviolets du Soleil réduisaient tous les organismes à une vie aquatique et à une vie unicellulaire simple. Il y a environ 600 millions d'années, l'accumulation d'oxygène par les cyanobactéries et autres libérateurs de dioxygène a permis à l'atmosphère d'atteindre un premier seuil d'oxygène, et donc d'ozone. Dès lors que les premiers arthropodes terrestres effectuent leur sortie des eaux, il y a environ 400 millions d'années, le deuxième palier, équivalent à l'actuel, est atteint. L'oxygène produit par les organismes vivants, comme les plantes et les premières forêts, a atteint lentement les hautes couches de l'atmosphère. Et c'est ainsi qu'il a pu y être dégradé par le rayonnement ultraviolet et donner naissance à l'ozone. L'ozone favorise le développement de la vie lorsqu'il se situe dans la stratosphère, au-delà de 15 km d'altitude. La concentration est maximale à environ 25 km d'altitude. C'est précisément cette région de l'atmosphère riche en ozone que l'on appelle la couche d'ozone. Par ailleurs, la quantité d'ozone présente à un endroit à la surface de la Terre varie en fonction de la journée, de la saison et de la latitude. La sortie des eaux des formes de vie est un véritable bond en avant dans l'évolution de la vie sur Terre. Si cela a été possible, c'est parce que la vie sur la terre ferme présente de nombreux avantages par rapport à la vie aquatique, bien que cela dépende en grande partie des besoins et des préférences des organismes en question. Les organismes terrestres ont un accès direct à l'air atmosphérique, qui est beaucoup plus abondant en oxygène que celui dissous dans le milieu aquatique. La respiration aérienne est facilitée. De plus, l'air est moins dense que l'eau. Les organismes terrestres n'ont pas à lutter contre la flottabilité, ce qui permet une plus grande diversité de formes et de structures corporelles. Sur la terre ferme, l'énergie solaire est davantage exploitée et la régulation de la température corporelle est plus aisée.
Son utilisation directe pour la photosynthèse est un atout par rapport aux organismes aquatiques qui reçoivent une énergie limitée dans les profondeurs. La surface continentale offre une surface solide pour se déplacer plus efficacement. L'exploration des divers environnements et la chasse sont plus faciles. Sans compter que les organismes vivants ont désormais la possibilité de creuser des terriers, de construire des nids et de se cacher sous des abris naturels pour se protéger des prédateurs ou des conditions météorologiques adverses. Les ressources alimentaires, comme les plantes terrestres, sont désormais plus accessibles. L'étendue gigantesque des surfaces hors de l'eau contribue à diminuer la compétition et la prédation. La diversification massive des formes de vie ayant mené à l'apparition et à l'évolution de l'homme sur Terre n'aurait jamais été possible si ce pas des eaux à la terre ferme n'avait pas été franchi. L'histoire de la Terre aurait été tout autre. Aujourd'hui, nous contemplons cette évolution extraordinaire. Mais quelles nouvelles frontières attendent d'être conquises par les organismes vivants dans le futur ?